Allez, on va démarrer. Les autres nous rejoindront si il reste des participants pour se connecter. Donc, bienvenue à toutes et tous dans cette deuxième matinale de l'année. On va traiter dans l'heure qui nous est dévolue deux grands éléments. Le premier, un retour sur la pré-saison, en particulier les vacances de printemps et les ponts de mai 2026. Et puis, on fera dans le même temps un petit focus sur les perspectives estivales 2026 à travers quelques indicateurs qu'on a pu analyser. Et puis, dans un second temps, avec Julie Scolart de Loire-Atlantique Développement qui est à mes côtés, ce matin, on fera un retour sur la fréquentation et l'analyse de la fréquentation des sites de visite 2025 dans le département, à travers deux focus, l'analyse de la fréquentation en tant que telle, et puis un retour sur l'analyse des avis laissés par les visiteurs sur les sites de visite pour rendre compte des grandes tendances qui peuvent se dégager autour de la fréquentation de ces sites. Je vais démarrer, la réunion est enregistrée, et puis comme d'habitude, mais vous en avez pris le pli maintenant. Les micros sont coupés, mais vous pouvez poser vos questions dans le chat ou dans la messagerie. Et on fera des petites interruptions à l'issue de chaque grand chapitre pour pouvoir prendre vos questions s'il y en a et y répondre à ce moment-là. Donc, je me représente une nouvelle fois. Je suis Raphaël Prost, chef de projet territorial et touristique à Loire-Atlantique Développement. Et j'ai notamment en charge la partie observatoire territorial et touristique du département. Donc, premier point sur la fréquentation du printemps 2026. La fréquentation ici, telle qu'on la regarde, on va regarder deux principaux indicateurs. Le premier, qui est celui qui analyse les flux de touristes et d'excursionnistes qui sont venus visiter le département durant la période qu'on analyse, grâce à l'outil Flux Tourisme que beaucoup d'entre vous doivent commencer à connaître, hein, qui est proposé par Orange Business. Donc en fait ici, on regarde l'ensemble grâce à la téléphonie mobile, l'ensemble des flux de touristes, donc de personnes qui ont passé au moins une nuit sur le territoire, et d'excursionnistes, donc de personnes qui se sont déplacées, sont venues sur le territoire depuis l'extérieur de la Loire-Atlantique, mais qui sont restées plus de 2 heures sans y passer une nuit. Donc ça nous permet de qualifier un petit peu les différents flux de visiteurs sur le territoire, à la fois d'un côté les touristes et de l'autre côté les visiteurs à la journée, les excursionnistes. Ayez bien en tête que quand on regarde les nuitées, en particulier les nuitées, on est ici sur tout ce qui concerne l'hébergement marchand, évidemment, hein, les hôtels, les campings, les gîtes, etc., mais aussi non marchand, qui constitue une part non négligeable, sinon majoritaire, des nuitées opérées par les touristes sur le département. C'est pour ça que les chiffres peuvent vous sembler parfois élevés, mais parce qu'on compte aussi tout le non marchand, donc chez les amis, la famille, etc. Alors j'y vais sur les vacances du printemps en Loire-Atlantique. Donc on a eu 2,6 millions de nuitées durant les vacances de printemps. Alors c'est en recul hein, par rapport à ce qu'on avait pu observer en 2025. C'est un recul assez significatif quand même hein, de 8%. Bon, ça s'explique évidemment par beaucoup de choses qu'on a entendues, un contexte évidemment d'incertitude généralisée, en lien notamment avec la guerre au Moyen-Orient, et puis ses impacts sur le prix des carburants qui ont été remontés par de nombreux professionnels quand même, qui ont observé ça dans leur réservation. Ce qu'on perçoit en tout cas au niveau du territoire départemental, c'est que la fréquentation est quand même toujours portée par les territoires littoraux. Hein. On voit que ça représente à peu près, vous voyez, c'est le petit camembert en haut à droite, que ça représente à peu près toujours une nuitée sur deux des touristes sur le département durant cette période, mais qui est néanmoins en repli aussi par rapport à 2025, hein, de 4%. Vient ensuite la métropole, qui est évidemment la porte d'entrée sur le territoire, à la fois par les infrastructures ferroviaires, aéroportuaires et puis routières. Donc on a quand même un gros tiers, un petit tiers pardon, des touristes qui ont séjourné dans la métropole. Là aussi, un repli important de 6% par rapport à 2025. Et puis les territoires ruraux, alors le vignoble et puis les autres territoires plus champêtres du département, là enregistrent eux plutôt des augmentations, hein, respectivement de 5 et 3%, en représentant quasiment allez, un petit quart des nuitées observées sur le département. Ce qu'on constate aussi, et là c'est la courbe que vous avez en bas de la diapo, c'est quand finalement le seul moment sur le mois de vacances qui a duré, qui a couru sur l'ensemble du mois d'avril, finalement c'est vraiment
la période où les Parisiens étaient en congé, qui nous ont permis de maintenir des niveaux de fréquentation supérieurs ou semblables à ceux observés l'année dernière, hein. Vous voyez, c'est sur la dernière quinzaine, finalement, pendant les vacances de la zone C, que la fréquentation a observé voilà, une tendance comparable à celle de l'année passée. Sinon, on était vraiment dans des niveaux assez inférieurs, hein, notamment le début des vacances de la zone B, hein, la première semaine des vacances de la zone B, donc la zone des Pays de la Loire et de la Bretagne. Là, on était vraiment en net recul par rapport à ce qu'on observait l'année dernière. Concernant les clientèles et leur origine, on est toujours dans les mêmes grandes proportions, hein. On a quand même très très largement une clientèle de proximité, une clientèle en tout cas française, qui constitue 80% des nuitées observées sur le territoire, 20% pour les nuitées étrangères, avec toujours les mêmes origines de nos visiteurs, avec l'Île-de-France et les Pays de la Loire et la Bretagne, hein. Donc les locaux et les franciliens qui constituent l'essentiel du contingent de touristes qui viennent fréquenter le territoire. Et puis, concernant les étrangers, c'est pareil, hein, toujours les mêmes clientèles avec les Allemands et les Espagnols qui se jouent toujours la première ou la deuxième place. Et puis après, on retrouve souvent le Benelux, le Royaume-Uni, et puis les États-Unis qui font une percée importante cette année, avec plus 27%, là où nos clientèles habituelles sont en net repli, avec des replis à deux chiffres souvent par rapport à la même période de l'année passée. Euh, j'ai aussi souhaité regarder un petit peu sur le temps un peu plus long comment se comportait justement cette fréquentation durant la pré-saison. Et donc j'ai compilé là les 5 dernières années de fréquentation printanière, que ce soit sur les vacances ou sur les ponts. Et donc ce qu'on observe, c'est qu'on a globalement d'une année à l'autre, vous le voyez, on a voilà, il y a une certaine volatilité parce que on le sait, la pré-saison est beaucoup plus sujette que la haute saison aux variations de météo. On sait qu'on est encore plus sujet aux phénomènes de dernière minute, etc. Donc, d'une année sur l'autre, on a parfois, voilà, ici, moins 8% par rapport à 2025. L'année prochaine, peut-être que ce sera plus 10, mais parce que les facteurs externes jouent à plein par rapport à d'autres périodes de l'année. On le sait, en pré-saison, c'est notamment le cas. C'est pour ça que je me suis dit, on va regarder sur un temps un tout petit peu plus long pour voir les tendances à un peu plus de fond. Et ce qu'on observe quand même, donc, c'est qu'on a une relative stabilité en fait, hein, à l'échelle là, donc des 5 dernières années, hein. J'ai pris à partir du rebond post-Covid, hein, pour qu'on puisse avoir quelque chose d'assez homogène. Et on voit que finalement on tourne autour des 2 500 000 nuitées tous les ans sur cette période de pré-saison, avec évidemment des fluctuations. On en est à peu près toujours, en tout cas sur les vacances de printemps, dans ce trait dans l'épaisseur du trait, autour de 2 500 000, avec des fluctuations, notamment en fait sur les clientèles françaises. On le voit, c'est l'essentiel du contingent de touristes qui nous rend visite, et c'est évidemment là aussi qu'on a les plus importantes fluctuations, mais globalement assez stable. Là où par contre on observe un repli, c'est vraiment sur la fréquentation des ponts. Alors ici, la fréquentation des ponts, et j'y reviendrai tout à l'heure, j'ai vraiment pris simplement les jours fériés et le pont qui passe, hein. Donc s'ils sont compris dans les vacances de Pâques, évidemment, on peut avoir un facteur qui augmente ou fait baisser la fréquentation, mais néanmoins, voilà, j'ai pris à chaque fois les 3 jours ou les 4 jours de l'ascension pour calculer un petit peu ça. Et on voit que par contre, là, on a une érosion assez continue finalement de la fréquentation sur les ponts. On a moins 25% de nuitées entre 2022 et 2026, avec quand même un très fort recul de cette année 2026 par rapport aux années précédentes, hein. On le voit, il y a un décrochage. Alors, ça s'explique encore une fois parce que parfois les ponts tombent durant les vacances, parfois ils sont le 1er mai va être collé à un autre pont, donc on a des phénomènes de calendrier qui peuvent expliquer ça, mais néanmoins là, depuis 5 ans, on observe quand même cette érosion. C'est peut-être quelque chose que vous avez aussi pu constater dans vos établissements ou sur vos territoires. Vous pouvez m'en faire retour si vous le souhaitez. Concernant les excursionnistes, vous serez destinataire, on va évidemment compiler nous, tous les résultats à l'échelle du département. Ici, on attend encore les résultats définitifs d'Orange concernant l'ensemble du département. Donc ici, ce que je vous propose, c'est une lecture plus territoire par territoire. On attend encore les chiffres à l'échelle de la Loire-Atlantique au global. Ce qu'on constate quand même, et ça c'est plutôt quand même aussi quelque chose de nouveau par rapport à ce qu'on observait les dernières années, c'est un recul des sorties à la journée.
Vous le voyez, hein, on est à moins 15% dans les territoires ruraux, on est à moins 14% dans le rural. Métropole et littoral sont plus stables, hein, entre plus 1 et moins 4, on est plutôt dans la fourchette de stabilité. Néanmoins, on voit que notamment les territoires ruraux ont souffert en tout cas d'un recul du nombre de sorties à la journée, alors même que c'était des tendances qui étaient en forte augmentation ces dernières années, justement dans ce contexte aussi hein, d'arbitrage plus fort des visiteurs qui vont préférer parfois et de plus en plus souvent une sortie à la mer à la journée et rentrer chez soi le soir plutôt que de payer une nuit d'hôtel ou d'un hébergement, un autre type d'hébergement sur le territoire parce que les budgets sont plus serrés. Et c'est aussi un enseignement qu'on pourra tirer, je vous en parlerai tout à l'heure, mais on voit que de plus en plus, en tout cas, les excursions font le plein sur le territoire quand les nuitées touristiques ont tendance à atteindre un plateau, à saturer un petit peu, à se tasser d'année en année. Quand on regarde là spécifiquement les ponts tels que je vous en parlais tout à l'heure, on s'aperçoit que justement là, on a un recul généralisé des nuitées touristiques par rapport à l'année dernière, hein. Le week-end de Pâques a enregistré près d'un tiers de touristes en moins par rapport à 2025. Donc cette année, il était du 3 au 5 avril, l'année dernière du 18 au 20 avril. Alors vous voyez, on peut tomber de façon vraiment différente dans le calendrier et donc d'avoir aussi évidemment des météos très différentes. Donc c'est pour ça qu'il faut là, c'est important de regarder un peu aussi sur le temps long parce que d'une année à l'autre, on peut avoir des fluctuations qui sont importantes et qui ne disent pas tout de la tendance de fond. Néanmoins, on observe en tout cas sur les trois ponts qui sont toujours les mêmes d'année en année, hein, Pâques, l'Ascension et la Pentecôte, des replis de la fréquentation touristique, avec l'Ascension évidemment qui dure plus longtemps, où on a plus de 500 000 nuitées, mais un recul de près de 10% par rapport à l'année dernière, où l'Ascension était plus tardive, quasiment toute fin mai, début juin l'année dernière. Ce qu'on voit par contre, et c'est une dynamique là qui est intéressante, c'est qu'on voit par rapport à ce que je vous disais tout à l'heure, il y a un instant, que la dynamique des excursions est-elle plutôt en progression, alors même si on est dans une logique plutôt de stabilité sur Pâques et l'Ascension, néanmoins on est quand même sur des valeurs positives, donc on voit qu'il y a quand même ce désir de visite, d'aller découvrir, de sortir de chez soi en tout cas, alors que ce soit moins par la nuitée cette année, mais en tout cas par les excursions, ça se confirme en tout cas sur ces points. Dernière slide sur ce qui est de la fréquentation observée sur cette période-là. On voulait vous faire un petit focus aussi sur la dynamique qu'on a pu constater sur les plateformes d'hébergement locatif. Donc ici, c'est grâce à l'outil Live&Go, donc, qui est un outil, un nouvel outil dont on se sert. L'année dernière et les précédentes années, on se servait d'un outil qui fonctionne de la même manière, hein, qui s'appelle Lighthouse, qui s'appelait Lighthouse. Et donc ici, finalement, c'est un outil qui va venir regarder et analyser toutes les offres et les demandes qui sont disponibles sur les plateformes Abritel, Airbnb et Booking pour donner voilà, toute la dynamique à la fois de l'offre, des logements disponibles, réservés, etc. Donc là, ce qu'on observe pour la période du printemps, enfin pour la période en tout cas de la pré-saison, donc là, le focus il est mis sur avril-mai, hein, sur l'ensemble de la période étudiée, donc à la fois les vacances, mais aussi j'ai voulu enjamber la période des ponts, donc l'ensemble du mois de mai pour avoir une vision un petit peu globale du printemps et de la pré-saison. Ce qu'on observe et ce qui est intéressant de voir, parce que c'était une dynamique qui quand même semblait se tasser l'année dernière, en tout cas à l'échelle estivale et de l'année, on semblait avoir un fort ralentissement du nombre de nuits réservées sur les plateformes et de logements mis à la disposition sur ces plateformes locatives. On voit cette année qu'on a quand même plutôt une augmentation assez significative quand même du nombre de logements réservables, alors ici plus 3%, mais surtout du nombre de nuits réservées. On voit qu'il y a plus 8% par rapport à 2025 sur cette même période, donc on a eu 111 000 nuits réservées sur les 2 mois étudiés pour un chiffre d'affaires, vous voyez, de 11 500 euros générés au total, avec le prix moyen d'un logement autour de 108 euros. Alors ici, évidemment, hein,
c'est une moyenne, donc entre le logement qui peut accueillir 14 personnes et puis le logement qui n'a qu'une chambre, évidemment, les écarts de prix peuvent être importants. Pour vous donner une idée, le prix médian, lui, il est plutôt autour de 88-89 euros, c'est-à-dire que la moitié des logements coûtent plus de 88 euros, l'autre moitié coûte moins de 88 euros, voilà, pour une moyenne qui se situe autour de 108 euros. Le RevPAR par logement à 960 euros, plus 8% par rapport à 2025, et un taux d'occupation lui aussi qui augmente. Ça, c'est quelque chose qu'on n'observait plus à 37%, mais alors qu'on était à 35% en 2025. La répartition par plateforme, bon, elle ne bouge pas, hein. C'est évidemment largement dominé par Airbnb avec près de 70% des logements réservables qui sont sur cette plateforme. Vous le voyez, après c'est Abritel avec 9%, Booking 5%, et puis multiplateforme, évidemment les logements qui sont mis à la fois sur Booking, Airbnb, etc., qui représentent le reste des configurations. Est-ce que vous avez des questions à ce stade-là avant de passer aux projections estivales? Amandine, je te laisse me dire parce que je ne vois pas forcément le chat là Il n'y a depuis mon écran. pas de questions pour le moment. Ok. S'il n'y en a pas, je continue. En tout cas, n'hésitez pas à les écrire si ça vous venait d'ici là. Je pourrais revenir sur cette partie-là et vous commenter les résultats s'il y a besoin. Donc les projections estivales, donc là on a multiplié plusieurs sources pour pouvoir à la fois revenir sur le contexte de pré-saison et puis commencer à se projeter un petit peu sur l'été à venir. Là ici d'abord des éléments plutôt à l'échelle nationale, des enquêtes qui ont été réalisées. D'abord l'IFOP là, qui a réalisé une enquête en mai 2026, c'est son enquête annuelle sur les intentions de départ des Français, donc qui est intéressant évidemment dans le contexte qu'on connaît, hein, il y a beaucoup d'éléments, et notamment des éléments qui sont repris dans les médias, qui sont pas toujours vérifiables ou vérifiés sur les territoires de cette tendance à l'attentisme des Français. Et effectivement, là, l'enquête semble, en tout cas, le confirmer avec des intentions de départ qui sont en nette baisse quand même par rapport à 2025, hein, avec 68% des Français qui prévoient de partir au moins une semaine cet été. Donc c'est quand même presque 10 points de moins que l'année dernière, hein. On était à 77 points, 77% des Français qui comptaient partir l'année dernière, donc vraiment important, avec donc c'est 67% qui sont sûrs de partir cet été et 63% qui se disent indécis ou incertains. Donc évidemment, ce chiffre-là, il est à corréler avec ce qu'on entend de l'incertitude marquée par les questions de pouvoir d'achat, les tensions internationales, et notamment le coût des déplacements. Bon, on sent aussi qu'on arrive dans un moment où la question, en tout cas des cours du pétrole, va peut-être se résoudre dans les semaines à venir. On est en juin. Je ne sais pas si la réponse faite en mai, donc il y a quelques semaines, serait la même faite dans 2 semaines. Donc voilà, toujours à prendre avec prudence. Néanmoins, on voit que le contexte international a un effet quand même sur les capacités de projection des Français, à voir si ça se vérifiera spécifiquement dans nos territoires. Ce qu'on voit aussi, c'est qu'on a quand même un recentrage vers la France, en tout cas des intentions de départ qui ciblent l'Hexagone avec 63% non, pardon, une majorité de Français qui va préférer la France pour les vacances, et 63% d'entre eux qui vont prendre la voiture. Donc ça, c'est des chiffres qui se répètent d'année en année. On n'a pas forcément ici quelque chose de très singulier pour 2026. Par contre, ce qu'on voit, c'est que on a une différence qui est très élevée entre les intentions de départ, entre les catégories plus aisées et des catégories populaires, avec quasiment 30 points d'écart d'intention de départ entre les CSP+ et les CSP-, les CSP- sont en dessous de la barre des 60% d'intention de départ. Et donc c'est finalement, vous voyez qu'on est à 60%, c'est à peu près ce qu'on va retrouver si on prend dans l'ordre, par l'inverse, les 60%, mais en fait c'est les 40% qui ne partent pas. Eh bien, c'est souvent ceux-là qu'on retrouve à la fin, quand on fait nos bilans à la fin de l'année.
c'est bien les 40% qui finalement ne sont pas partis en vacances. Donc on reste toujours dans des ordres de grandeur qui sont assez significatifs. De près d'un Français sur deux originaire d'une catégorie populaire qui ne partira pas en vacances cet été. Et puis dernière tendance quand même pour l'année, et puis qui se vérifie évidemment ces dernières semaines et ces jours-ci, les tendances météo, hein, on voit qu'on a eu un épisode très intense et très précoce de canicule en mai, donc qui a pu d'ailleurs aussi influencer la fréquentation de la pré-saison, hein, puisque la météo était assez erratique avec quand même des fluctuations très importantes entre un épisode caniculaire qui succédait à une semaine ou 10 jours où on était presque à refaire du feu dans les cheminées. Donc évidemment, ça a un impact sur la projection des Français pour partir en vacances. Mais c'est globalement, voilà, on a eu cette vague de canicule, cette vague de chaleur en mai. On s'apprête à en vivre. On démarre une nouvelle vague là, qui va durer visiblement encore une dizaine de jours. Et donc on voit que c'est un signal qui inscrit en tout cas une forme de récurrence sur ces sujets-là et qui va demander de s'adapter à la fois pour les territoires et pour les prestats. C'est-à-dire que pour accueillir dans les meilleures conditions, dans un contexte où finalement ces vagues de chaleur ne seront plus la normalité, hein, ça va être quelque chose qui va devenir normal. Eh bien, il va falloir pouvoir proposer des points d'eau, des conforts d'hébergement peut-être supérieurs, des modalités de sécurité incendie qui seraient revues, des gestions des flux, de la continuité d'activité. En tout cas, beaucoup de choses qu'il va falloir entrevoir et mettre en place pour les territoires et les acteurs pour pouvoir accueillir et continuer d'accueillir dans des conditions satisfaisantes et proposer encore des expériences clients satisfaisantes pour les visiteurs. Euh, et puis, sur les tendances, on voulait aussi vous partager ici les quelques premiers résultats qu'on a eus de l'enquête de conjoncture qui est lancée à l'échelle régionale par les agences de développement touristique des départements, donc les 5 agences départementales en Pays de la Loire. On a enquêté un panel de professionnels du territoire sur à la fois leurs premières impressions euh, de la pré-saison, hein, comment s'était passé les vacances en gros de printemps et puis le mois de mai, et puis les interroger un petit peu sur la façon dont ils envisageaient la haute saison. Donc ici, c'est vraiment des premiers résultats. Vous aurez, on publiera en tout cas les résultats complets dans les prochains jours. Néanmoins, je voulais quand même vous en faire part de quelques enseignements. Le premier quand même qui est intéressant, c'est que un Presta, un sociopro sur deux, 50%, euh, a trouvé que l'activité entre avril et mai était en deçà de ses attentes, donc était quand même moins bien que prévu. Donc, qui est un chiffre quand même très important, hein, supérieur à ce qu'on pouvait observer les dernières années. Seulement 14% d'entre eux ont vécu une période mieux que ce qu'ils attendaient. Et quand on regarde par type de structure, c'est notamment les hôtels qui ont vécu un mois d'avril et des mois d'avril et de mai très compliqués, hein, où c'était vraiment moins bien qu'attendu. Vous voyez le graphique, je ne vais pas vous lire toutes les structures, vous pourrez les retrouver. Par contre, on voit par contre que les campings s'y sont plutôt bien retrouvés, hein, avec près de 70% d'entre eux qui ont vécu des mois d'avril et de mai comme prévu, sinon mieux que prévu, comme les chambres d'hôtes où c'était plutôt satisfaisant, ou les offices qui ont enregistré aussi des fréquentations satisfaisantes. Je laisserai lire le graphique, mais on voit qu'on a, selon les structures, évidemment, des configurations qui sont différentes, et en particulier difficiles pour les hôtels. Euh, Deuxième slide sur cette enquête, quand on leur demande pour la saison à venir, cette fois, s'ils rencontrent ou s'ils ont rencontré des difficultés pour établir leurs équipes de saisonniers, on voit que globalement, les restaurants, les chambres d'hôtes, les activités de loisirs ont eu, donc vous voyez, c'est les dernières barres du graphique, ont éprouvé un certain nombre de difficultés, hein, c'est plus de 40% des centres de vacances, plus de 60% des restaurants, et c'est l'ensemble des chambres d'hôtes qui ont été interrogées, qui ont eu des difficultés qui ont eu des difficultés sur leur recrutement. On voit par contre que les campings, les hôtels, les offices, les lieux de visite, ici, pas de difficulté a priori pour la haute saison. Et puis sur
l'activité à venir pour les mois qui vont de juin à août, hein, donc les 3 mois d'été, on voit que globalement, les pros sont plutôt satisfaits, en tout cas, des remplissages ou des projections d'activité, hein, puisque 40% d'entre eux la jugent satisfaisante et 30% moyennement satisfaisante. Donc, en gros, voilà, on peut dire qu'entre 70% d'entre eux la jugent ou dans les clous ou satisfaisante, quand ils se sont que 15% à la juger peu satisfaisante et 2% pas du tout satisfaisante. Donc, on a quand même plutôt des projections qui sont plutôt bonnes, je dirais, pour les mois à venir, là où le printemps n'a pas été fameux pour nombre d'entre eux. Et puis je terminerai là-dessus sur le bilan et puis les projections. Ici, c'est sur ce qu'on a pu observer, les projections sur les plateformes estivales, pardon, les projections estivales sur les plateformes de meublés touristiques, où on voit les taux de réservation de l'année et des mois à venir par rapport à ce qu'ils étaient l'année dernière. Donc on voit par exemple que les mois de juillet et août, donc en bleu, on est en 2026, en rouge, on est en 2025. Et donc, on voit que les niveaux de réservation par rapport à l'année passée sont plus élevés, de façon assez significative quand même pour les mois de juillet-août. Alors, ils étaient à la baisse pour juin, mais pour les mois de juillet-août, on voit qu'on est autour de, allez, entre 5 voire 10% de réservation en plus que ce qui était observé l'année dernière. Les mois de septembre, octobre, évidemment, on est plus loin, donc c'est plus difficile à dire. Mais pour l'instant, en tout cas, des taux de réservation, des taux de remplissage qui s'annoncent meilleurs que ce qu'on avait observé l'année dernière. Alors évidemment, sur ces plateformes-là, et on le sait, qui proposent aussi des conditions d'annulation très, très faciles et non contraignantes, on sait que ça n'empêche pas d'avoir un certain nombre d'annulations de dernière minute. Et c'est la courbe qu'on voit en dessous, hein. On voit que les annulations cette année par rapport à l'année dernière, vous voyez que la première vague, c'est les mois du printemps et de l'été 2025. Et puis là, on amorce la deuxième vague. Ce qu'on constate, c'est qu'on a eu quand même un petit peu moins d'annulations en avril 2026 par rapport à avril 2025. Mais on voit qu'on reste évidemment dans voilà, des éléments qui restent assez comparables en termes de volume, avec des annulations importantes, hein, 30 000 nuits annulées en mai 2026, c'est à peu près ce qu'on observait l'année dernière. Donc on voit qu'on a toujours à peu près ce même rythme d'annulation, mais à des taux de remplissage qui s'annoncent meilleurs pour les mois à venir. Voilà pour cette première partie. On a tenu une demi-heure, c'est parfait. Est-ce que vous avez des questions sur ces éléments face au site de visite? On n'a pas de questions pour le moment. Ok. Alors, je passe la parole. Vous n'hésitez pas, s'il y a quelque chose qui vous vient, même si on a changé de sujet, à revenir dessus, on pourra y répondre sans problème. Je passe la parole à Julie pour les sites de visite. Julie, je crois que tu as la main. Bonjour à toutes et à tous. Alors, je vais regarder ça. Est-ce que j'ai la main de mon côté? Euh, je suis pas certaine. Non. Je passe alors si Ok, ça. je vais bien. Euh, donc, on se voit aujourd'hui pour faire un bilan de la fréquentation des sites de visite sur l'année 2025. Donc, je suis Julie Scolaire, chef de projet tourisme culturel et ingénierie touristique chez Loire-Atlantique Développement, et principalement en charge de la filière des sites de l'animation et donc du suivi de la filière des sites de visite en Loire-Atlantique. Euh, on a, comme tous les ans, évidemment, souhaité refaire un bilan de la fréquentation des sites de visite. Et on a voulu recommencer cette présentation par quelques éléments de contexte touristique au sens large sur l'année 2025 pour que vous puissiez bien vous rappeler dans quel contexte on se situait en termes de fréquentation globale. Alors, en Loire-Atlantique, en 2025, on avait une dynamique qui était proche des tendances nationales et proche de ce qu'on pouvait observer les années d'avant sur le territoire, avec un peu plus de 31 millions d'unités pour l'année 2025. Ça reste, ça reste un très bon niveau de nuitées, mais néanmoins, on remarque que on commence à se tasser un petit peu en termes de nombre de nuitées à la suite des quelques années de forte reprise en post-Covid. En 2025, on est à moins 2% de nuitées
par rapport à 2024 et on remarque que depuis 2023, on a le nombre de nuitées qui est grignoté un petit peu chaque année. Alors, la Loire-Atlantique reste une destination importante à l'échelle de la France, mais voilà, on voit qu'il y a ce tassement léger qui s'explique par un certain nombre de choses, hein. Les contraintes budgétaires des ménages qui sont de plus en plus fortes avec certains choix qui sont faits au moment de partir en vacances. On va peut-être plutôt privilégier les courts séjours, privilégier des activités qui ne coûtent pas plutôt que de se rendre dans un site de visite. Et puis, on a évidemment de la concurrence accrue entre destinations, alors en infra-national, mais aussi sur des destinations étrangères comme l'Espagne, par exemple, qui sont assez peu coûteuses. Cette relative baisse du nombre de nuitées, elle se focalise principalement sur les clientèles françaises. À l'inverse, on a plutôt un maintien des clientèles étrangères sur le nombre de nuitées. À l'inverse, ce qui augmente plutôt à hauteur de plus 4% en 2025, c'est l'excursionnisme qui atteint un nombre assez comparable à celui des nuitées, donc à peu près 31 millions pour l'année 2025. Et là aussi, on est sur une tendance de plusieurs années qui confirme ce qu'on observe notamment à l'échelle nationale. Ça va être des séjours plus courts et puis du développement, du vrai tourisme local, des sorties à la journée. C'est quelque chose qu'on voit notamment à travers la forte progression de la fréquentation vélo. Donc voilà, on est sur une typologie de tourisme qui se modifie petit à petit, euh, voilà, qui se retraduit à l'échelle de la Loire-Atlantique et qui sont des tendances qu'on observe aussi à l'échelle nationale. Si on parle maintenant des sites de visite de Loire-Atlantique, on avait en 2025 sur 65 sites répondants 5,1 millions de visiteurs remontés par ces 65 sites répondants, en sachant qu'en Loire-Atlantique, on a à peu près une centaine de sites de visite et que là, on a les plus emblématiques, en tout cas les plus gros sites de visite, ont répondu à cette enquête. Et donc, on voit finalement que ce chiffre de 5,1 millions, il suit des tendances assez proches de la fréquentation touristique au global, puisqu'en 2024, on était à 5,4 millions de visiteurs parmi les sites répondants. Donc, ça fait une légère baisse, d'autant plus qu'on avait moins de sites qui avaient répondu en 2024 qu'en 2025. Et donc, si on compare uniquement les sites qui ont répondu à la fois en 2024 et en 2025, on observe un repli de la fréquentation de moins 4% en 2025, signe que, comme la fréquentation touristique de manière générale, la fréquentation des sites de visite se tasse un petit peu, même si on reste évidemment sur des niveaux tout à fait satisfaisants. Et puis on observe aussi à l'échelle de la Loire-Atlantique à peu près 15% de clientèle étrangère sur les sites de visite, ce qui est relativement comparable à ce qu'on avait observé en 2024. Euh, Qu'est-ce qu'on a finalement parmi ces 65 sites de visite qui sont répondants à notre enquête? Alors pour quasiment les deux tiers des sites répondants, on va avoir des sites industriels orientés, industriels au sens large, hein, orientés autour des savoir-faire et des visites d'entreprise. Et puis, on va avoir des bâtiments patrimoniaux, notamment des châteaux, des architectures civiles remarquables. Et puis, en troisième position, on va avoir des musées ou des centres d'interprétation thématiques qui vont représenter le gros des sites qui ont répondu à l'enquête. Et ensuite, on va avoir quelques catégories un peu plus éparses, comme des parcs à thème, des sites militaires, des lieux à caractère mémoriel, etc. Ça va être comment dire, la répartition entre les typologies de sites, elle va être un petit peu différente quand on va s'intéresser à la répartition du nombre d'entrées par site. Là, à l'inverse, on va avoir un poids assez important des parcs à thème et parcs animaliers, catégorie dans laquelle on met les machines de Lille, l'Ossarium du Croisic, etc., qui vont représenter pas loin de 50% de la fréquentation de l'ensemble des sites de visite à l'échelle de la Loire-Atlantique, suivi par les musées et les écomusées.
enfin, 35% de la fréquentation amenée par les musées, qui est notamment drainée par les gros sites métropolitains. Et à l'inverse, là où on avait presque un tiers des sites répondants qui étaient des sites de la catégorie savoir-faire, visite industrielle, visite d'entreprise, le poids des entrées de cette catégorie titre va être finalement assez mesuré, puisqu'on est à un petit 15% dans le total des entrées au niveau de la Loire-Atlantique. En termes de répartition territoriale, on observe finalement ce qu'on constatait déjà les années précédentes, avec un maillage qui est assez bon, et qui permet de couvrir une grande partie du territoire, puisqu'on va avoir presque la moitié des sites répondants qui se situent dans des zones à caractère rural ou rétro-littoral. Un petit tiers qui se situe sur la métropole, et puis le reste situé sur le littoral, signe qu'il y en a bien pour tous les territoires, alors avec évidemment des territoires qui en sont un peu plus pourvus que d'autres, mais on retrouve finalement cette possibilité de faire des visites diversifiées sur la quasi-totalité des territoires de notre département. Si on entre maintenant dans le top 10 des sites de visite, comme on fait chaque année, alors on voit que de manière générale, on est sur les mêmes sites, avec parfois des ordres un petit peu différents, mais sur la même liste de sites que les années précédentes, et notamment l'année 2024. Par contre, ce qu'on voit, c'est qu'on va avoir des petites évolutions entre 2024 et 2025, et qui sont souvent liées à la typologie de sites auxquels ces sites appartiennent. En premier lieu, on va notamment avoir un facteur météo qui est important en 2025, puisqu'on a eu en 2025 une météo qui était plus favorable qu'en 2024. Et donc forcément, on va avoir un rebond de la fréquentation dans les sites de visite en extérieur, et notamment dans les parcs animaliers. C'est ce que vous allez voir sur Planète Sauvage, le zoo de la Boissière, les Gendia Park. On voit qu'on a un petit rebond de la fréquentation. Et par ailleurs, ce sont des typologies de sites qui ont un investissement de plus en plus important sur le hors-saison, sur les vacances de la Toussaint, sur les vacances de fin d'année, et donc avec un étalement de la fréquentation lié à un événementiel en fait saisonnier, qui va permettre aussi de doper un peu la fréquentation de ces sites. À l'inverse, sur les musées, on va avoir plutôt une baisse par rapport à l'année 2025, alors qui s'explique souvent par un certain nombre de facteurs. Le Château des Ducs de Bretagne, par exemple, pour la partie musée d'histoire, a eu en 2025 l'expo phare d'Okusai, mais qui n'était que sur 2 mois, contrairement à l'année 2024, où on avait l'exposition Gengis Khan, qui était sur une durée beaucoup plus longue. Le Muséum d'histoire naturelle, vous le savez probablement, a fermé ses portes début novembre 2025, donc il va nous manquer 2 mois de fréquentation pour ce site. Et puis le musée d'Aubray, par exemple, avait bénéficié, lié à son ouverture en 2024, d'un certain boom de la fréquentation après 10 ans de fermeture pour travaux. Et donc là, on va retrouver une certaine stabilité dans la fréquentation après cette hausse enfin, cette grosse fréquentation de l'année 2024. Et puis, pour les autres typologies de sites, on va être sur quelque chose de plus mesuré, notamment parce que ce sont probablement des sites en intérieur, et qui ont probablement subi un petit peu les effets de la météo plus favorable, où la fréquentation s'est probablement reportée davantage sur des sites en extérieur. Si on passe maintenant aux typologies d'entrée au sein de ces sites de visite, à la fois sur le côté gratuité et sur la partie répartition entre différents types de publics, on voit tout d'abord que la répartition entre les entrées gratuites et les entrées payantes, elle reste assez similaire à ce qu'on observait les années précédentes. On est à peu près à moitié-moitié, avec un petit peu plus d'entrées gratuites que d'entrées payantes. Mais il faut bien avoir en tête que ce ratio-là, il est extrêmement impacté par la forte fréquentation des sites avec éco-compteurs, qui, par définition, sont gratuits puisqu'en accès libre.
Je pense notamment au château des Ducs de Bretagne, la cour du château, qui dépasse le million de passages annuels, mais aussi le domaine de la Garenne-le-Maux, la cour du château de Châteaubriand ou encore le mémorial de l'abolition de l'esclavage à Nantes, qui représentent un nombre de passages vraiment significatifs et qui ont donc un poids assez important dans les entrées gratuites. Si on soustrait de l'analyse ces sites avec éco-compteur, on se rend compte que les entrées payantes, c'est finalement trois quarts des entrées contre 25% des entrées gratuites. Et parmi cette répartition, enfin, dans cette répartition entre entrées gratuites et entrées payantes, on se rend compte que ça recouvre des réalités quand même assez différentes, notamment sur les sites militaires et des lieux de mémoire, où en fait on est quasiment tout le temps soit en accès libre avec éco-compteur, soit à entrée gratuite. Donc pas de tarification particulière sur ces sites-là. Et puis on a aussi l'exception des musées qui souvent sont gérés par des collectivités qui ont une politique tarifaire attractive envers un certain nombre de catégories, les jeunes, les étudiants, les personnes sans emploi, les personnes en situation de handicap, qui vont représenter du coup un contingent assez important du nombre d'entrées. Quand on sort les musées et les sites à caractère militaire et mémoriaux de l'analyse, on voit qu'on est plutôt sur un nombre d'entrées gratuites entre 13 et 20%, euh, voilà, à l'échelle de la Loire-Atlantique. Si on passe maintenant à la répartition entre entrées individuelles, scolaires et de groupe, ce qu'on voit, c'est que de la même façon que pour la gratuité, on a une stabilité assez forte du modèle, enfin de la répartition du visitorat entre 2024 et 2025, avec près de 90% des entrées individuelles, 8% des entrées scolaires et puis 4% des groupes constitués. Même raisonnement que pour la slide précédente, si on va un petit peu dans le détail, en fait, on se rend compte que ça recouvre des réalités assez différentes. Encore une fois, les musées et les sites militaires et lieux de mémoire sont un petit peu à part. On va retrouver notamment enfin, dans ces deux typologies de sites, un certain nombre d'entrées scolaires, notamment sur les sites militaires et les lieux de mémoire, et puis un certain nombre de groupes aussi constitués, ce qui fait par exemple passer pour les sites militaires la part des entrées individuelles à moins de la moitié du total de nombre d'entrées. Et puis évidemment, chez les musées qui développent des programmes pédagogiques particuliers qui ont une action très structurée en direction des établissements scolaires, et ben on va dépasser les 10% sur le nombre d'entrées scolaires sur le total du nombre de visiteurs. Si on se penche maintenant un petit peu sur la saisonnalité de la fréquentation, ce qu'on voit, c'est qu'on a une saison estivale qui reste évidemment centrale dans la fréquentation. En 2025, ça représentait 40% du nombre d'entrées annuelles, mais on n'est pas du tout en reste sur le reste de l'année, et notamment sur les ailes de saison. Printemps-automne, on est à quasiment 45% de la fréquentation annuelle. C'est encore une fois en lien avec ce qu'on constate globalement sur les dynamiques de fréquentation touristique et excursionniste, c'est que les ailes de saison sont de plus en plus investies. La Loire-Atlantique devient une vraie destination, enfin s'affirme toujours comme une vraie destination de séjour en aile de saison, donc pendant les vacances de printemps ou alors en arrière-saison sur les vacances de la Toussaint. Et puis, c'est probablement en lien aussi avec ce que je disais en préambule sur les tendances touristiques observées en 2025, les courts séjours qui se multiplient, et puis les week-ends de pont, l'excursionniste, qui vont avoir un vrai impact sur l'étalement de cette fréquentation sur l'année. Évidemment, les sites patrimoniaux et culturels qui sont moins météo-dépendants que le reste des sites jouent aussi leur rôle dans cet étalement de la fréquentation, puisque ils vont enfin, ils vont pouvoir attirer de la clientèle, peu importe le temps qu'il fait. Et puis, on a aussi, de façon un peu plus marginale, en tout cas, qui joue plutôt sur les gros sites, les expositions temporaires qui vont permettre de contribuer à ce que des visiteurs soient accueillis tout au long de l'année ou presque, et donc qui permettent de relisser un petit peu cette fréquentation sur la totalité de l'année.
Si on regarde maintenant dans le détail des sites, enfin de la saisonnalité par typologie de site, alors on voit évidemment que pour un certain nombre de sites, on a une hausse en juillet, en été et notamment sur le mois d'août. Et puis on voit qu'on a deux sites, enfin deux typologies de sites qui se distinguent particulièrement là-dessus. Ce sont les parcs à thème et les parcs animaliers qui évidemment dépendent de la météo, mais qui dépendent, enfin qui sont intimement liés à la clientèle de séjour, de la clientèle qui vient de plus loin. On va passer une semaine sur la côte et puis on va aller visiter Planète Sauvage ou les Jandia Park pendant une journée sur son séjour. Donc on a évidemment une fréquentation touristique globale qui est dopée sur ces mois-là et donc cette fréquentation elle se reporte notamment sur les parcs à thème et parcs animaliers. Et puis, on va avoir aussi les sites industriels et savoir-faire. Alors, notamment parce qu'ils sont localisés sur des zones où on va avoir une forte dynamique touristique l'été, mais aussi probablement parce que l'été, on va peut-être plus prendre le temps de partir en week-end, de partir à la journée. Et donc, ces sites industriels et de savoir-faire qui sont intimement liés à la fréquentation locale, eh bien, ils arrivent à tirer un peu leur épingle du jeu sur cette période. Pour parler de chiffres, toujours, Raphaël, tu peux passer à la slide suivante. Merci. Pour parler de chiffres, toujours sur cette idée de saisonnalité de la fréquentation par typologie de site, on a refait ici un petit calcul d'écart à la moyenne durant la haute saison. Donc la façon dont il faut lire le graphique, c'est les parcs à thème et animaliers enregistrent une fréquentation de plus 127% en juillet et en août par rapport au reste, à la fréquentation observée sur le reste de l'année. On voit bien ici que les sites industriels et de savoir-faire et les parcs animaliers se détachent vraiment du reste des autres sites, puisqu'ils enregistrent une fréquentation qui est plus de deux fois plus importante en juillet et en août par rapport au reste de l'année, et donc qui, comme je le disais, est lié à l'effet météo dépendant, et puis à la multiplication des excursionnismes qu'on va pouvoir avoir l'été. Une dernière slide avant de passer sur une synthèse un peu plus prospective, c'est la question de l'origine géographique des visiteurs. Donc, je l'ai dit, 15% de clientèle étrangère, ça reste sur des niveaux très comparables à ce qu'on a pu observer en Loire-Atlantique sur les années précédentes, avec encore une fois ici une petite disparité si on va regarder dans les différentes catégories de sites, notamment sur le côté patrimoine, architecture et parc à thème et animalier. On est plutôt sur du 80-20 que sur du 85-15, notamment parce que on va avoir des sites patrimoniaux qui vont être situés dans des territoires sur lesquels on va avoir une proportion importante de visiteurs étrangers. Et même chose pour les parcs à thème, les parcs à thème et animaliers. À l'inverse, sur les sites industriels et de savoir-faire, comme je l'ai dit, on est plutôt sur de la clientèle locale associée de la fréquentation de proximité et donc plutôt une clientèle française. Mais en tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est on évolue très peu finalement, enfin, on est dans une relative stabilité sur les dynamiques par rapport à ce qu'on a pu observer sur les années précédentes. Et puis, sur la synthèse prospective, ce qu'on peut dire, alors c'est des enseignements qui sont valables à la fois chez nous et puis globalement à l'échelle française. La première, c'est qu'on est, comme je l'ai dit, dans une ère post-Covid qui vient confirmer l'entrée progressive du secteur des sites de visite dans une phase de stabilisation après la forte reprise qu'on a observée en 2021-2022. Voilà, là, on revient sur un niveau beaucoup plus stable. On reste à un niveau élevé, je l'ai dit, 5,1 millions de visiteurs sur nos 65 sites répondants, mais tout de même un léger repli par rapport à 2024, puisqu'on était à moins 4% à panel équivalent. Ça s'inscrit totalement dans les logiques qu'on voit à l'échelle nationale, où on a un ralentissement du tourisme de séjour après la reprise assez soutenue des années post-Covid.
On a évidemment plusieurs choses, plusieurs facteurs qui vont expliquer cette légère diminution de la fréquentation sur nos sites de visite. Évidemment, des budgets loisirs plus contraints. On a une vraie contrainte budgétaire des ménages qui conduit à des arbitrages sur ce qu'on fait dans nos dépenses de loisirs et de vacances. Et puis, je l'ai dit, une concurrence entre destinations touristiques en France, mais aussi vis-à-vis de l'étranger. Et donc, évidemment, aujourd'hui, la Loire-Atlantique, elle semble atteindre une forme de palier de fréquentation après cette reprise post-Covid. On a pour autant, évidemment, un socle solide sur la fréquentation touristique, hein, bien sûr, un niveau élevé, je l'ai dit, 31 millions de nuitées, l'excursionnisme qui poursuit sa progression, mais voilà, ce qu'on lit entre les lignes, c'est une transformation progressive des pratiques touristiques, des séjours qui vont être plus courts, des sorties à la journée qui vont plutôt se multiplier et puis le tourisme de proximité continue à se renforcer. Et évidemment, dans cette transformation relative des pratiques touristiques, les sites de visite ont leur carte à jouer puisque on va très bien combiner une journée de découverte avec je fais une petite visite et puis ensuite enfin une visite de village par exemple et puis je visite ensuite un musée ou ce genre de choses. Euh, Ce qu'on voit aussi, c'est que la carte du local, elle devient de plus en plus importante, hein. C'est déjà quelque chose qu'on voyait ces dernières années et qu'on lit encore plus quand on voit l'évolution des compteurs vélo, par exemple, ou l'évolution des excursions régionales. On voit que la destination Loire-Atlantique, elle continue à être toujours plus attractive pour des publics de courte durée. Et donc, évidemment, dans ce contexte-là, les sites patrimoniaux et culturels ont leur carte à jouer. Et puis, alors peut-être des choses qu'on observe un petit peu moins aujourd'hui en Loire-Atlantique, mais sur tout le volet numérique, réseaux sociaux, intelligence artificielle, on voit aujourd'hui que sur la partie numérique, enfin, il y a un impact de plus en plus fort de ces moyens de communication-là aujourd'hui sur la façon dont on va préparer ses vacances et ses séjours. On s'appuie évidemment de plus en plus sur les plateformes en ligne, les avis et puis les réseaux sociaux qui ont un vrai impact dans la façon dont on prépare ses vacances et puis quel site on va connaître. On a certains sites de visite qui ont de vrais pics de fréquentation parce qu'ils sont visibles d'une certaine façon sur les réseaux sociaux type Instagram ou TikTok. Et on va du coup avoir cette omniprésence des réseaux sociaux qui va influencer les attentes des visiteurs qui vont chercher des lieux Instagrammables ou des expériences singulières, des choses qu'ils vont pouvoir facilement partager sur leurs réseaux sociaux. Et puis, évidemment, l'intelligence artificielle, dont tous les sites de visite ne se saisissent pas forcément, hein, évidemment. Mais voilà, on a aujourd'hui un essor d'un certain nombre de solutions liées à l'intelligence artificielle sur les sites de visite qui viennent transformer à l'échelle nationale, en tout cas, le fonctionnement d'un certain nombre de sites, sur de la gestion des flux, de l'analyse des parcours de visite, de l'adaptation de contenu aux visiteurs. Enfin, l'intelligence artificielle joue un vrai rôle là-dedans. Voilà, ce qui a évidemment ses défauts, mais qui, d'un certain côté, permettent aussi d'améliorer l'expérience globale, de réduire les temps d'attente, etc. Et il y a un certain nombre de sites aujourd'hui en Loire-Atlantique qui se posent la question de travailler à une ouverture annuelle de sites de visite en autonomie, grâce notamment à la data et à l'intelligence artificielle, là où la mise en place d'une médiation n'est pas possible sur toute l'année. Voilà, je suis désolée, j'ai un peu Merci. débordé. Est-ce qu'il Non, y a non, des merci questions? Julie. On n'a pas de questions pour le moment. Eh bien, Raphaël, je te repasse la parole. Merci à tous et à tous. Super, merci beaucoup. Il nous reste une dernière partie et il nous reste 5 minutes pour rester dans les clous. Je vais aller assez vite sur cette partie-là, mais vous pourrez évidemment retrouver tous les résultats que je vais présenter ici sur le document finalisé et complet qui est disponible sur notre site internet. Et n'hésitez pas s'il y a des questions ou si je passe trop vite sur tel ou tel point, mais je vais vous en présenter les grands éléments pour tenir dans l'heure.
Donc on a souhaité effectivement, suite à cette analyse de la fréquentation des sites tels que Julie vient de vous la présenter, regarder d'un petit peu plus près les avis qui avaient été laissés par les clients sur tel ou tel site pour pouvoir en tirer un certain nombre de grandes tendances. Alors la façon dont on s'y est pris, on s'est appuyé sur justement ce qu'évoquait Julie précédemment, un outil d'intelligence artificielle pour permettre d'extraire les avis sur une période assez longue et sur un nombre de sites assez grand pour avoir un volume nécessaire voilà, pour dégager des tendances qui soient en tout cas analysables. L'idée ici, évidemment, c'est pas de vous proposer une analyse statistique, scientifique. L'idée, c'est de pouvoir vous donner à voir ce qui ressort. On sait très bien que les avis ne sont pas la réalité de tout ce que pensent les visiteurs des sites de visite, puisque les personnes généralement qui laissent des avis sont aussi des visiteurs très particuliers. Voilà. Néanmoins, ça donne une image qui nous paraissait intéressante, donc on a souhaité vous la partager. L'échantillon, très rapidement, on a sélectionné selon la même catégorisation qui a été présentée précédemment, donc patrimoine architecture, les parcs de loisirs, les expériences immersives, les musées, les sites militaires de mémoire et les visites d'entreprise et de savoir-faire. Vous voyez qu'on a un échantillon, en tout cas dans le nombre d'avis analysés, qui est assez satisfaisant pour pouvoir en dire quelque chose. Alors, je vous ai extrait quelques tableaux de synthèse pour pouvoir vous faire une idée. D'abord sur les motifs de satisfaction des visiteurs. Donc on s'aperçoit qu'évidemment on est satisfait de l'expérience qu'on sort, ou en tout cas qu'on a dans tel ou tel site de visite, et bien selon le site en lui-même et ce qu'on va en attendre. On voit par exemple dans les avis qui sont laissés que finalement le patrimoine, ce qu'on attend, c'est que finalement le lieu, il parle de lui-même, qu'on puisse s'y promener librement, qu'on puisse bénéficier d'une belle vue, que le site soit beau, bien restauré, etc. On voit que les musées ici, on va être beaucoup plus sur l'organisation, la satisfaction en tout cas dépend plus de l'organisation du contenu et la qualité de la médiation, de la muséographie et puis évidemment du contenu en lui-même, de l'exposition. Les lieux de mémoire, on va être ici plutôt sur la réception du message. Est-ce que on s'adresse bien à moi? Est-ce qu'on touche les bonnes cordes sensibles justement pour générer une émotion ou pour faire résonner un message tel que je m'attendais à le percevoir sur le site que je visite? Le savoir-faire, on voit ici que c'est finalement le médiateur qui est bien souvent la clé d'une expérience réussie, donc le guide, le médiateur qui va pouvoir transmettre et puis transformer l'expérience reçue en expérience réussie. Et puis pour ce qui est des sites de visite et des expériences immersives, on voit que c'est ici vraiment finalement la question de la singularité qui marche beaucoup dans les avis qu'on a pu analyser, c'est-à-dire que j'ai vu quelque chose que je ne trouverai pas ailleurs. Et donc finalement, c'est pas forcément la question de la médiation, c'est pas forcément la question de la beauté du lieu, mais en fait, j'ai vécu quelque chose de très original en allant sur ce site. On voit que c'est ça qui est un principal, qui est un motif de satisfaction. Sur les principaux irritants identifiés, donc il y en a plusieurs, évidemment, qui dépendent là encore du type de site de visite qu'on a regardé. C'est ce qu'on a vu, les musées et les savoir-faire sont particulièrement sensibles à la qualité de la médiation. Donc, si ça manque de clarté, s'il y a trop de lecture, si le guidage est insuffisant, on voit que c'est des irritants qui reviennent souvent. Les expériences plutôt sur les sites de loisirs ou les expériences immersives, là, on est beaucoup plus sur la question du flux, du volume de fréquentation. Voilà, où il y a trop de monde, où il y a des effets de foule, des embouteillages, où on ne peut pas accéder facilement à telle ou telle attraction. Là, ici, on voit que c'est un irritant évidemment important. Et puis, les lieux de mémoire, là, on voit que le visiteur il peut accepter la sobriété, mais il faut que le sujet soit traité de façon suffisante et suffisamment qualitative. Donc finalement, il faut qu'on puisse aller dans le fond d'un sujet, parce que là, on vient chercher quelque chose de spécifique qui ne nous demande pas forcément beaucoup d'artifice, mais par contre, il faut qu'il soit traité en profondeur et de façon qualitative. Évidemment, les avis aussi, eh bien, ils varient en fonction de la saison et du type de site. On voit
sans surprise que les ensembles de sites n'ont pas la même saisonnalité, hein. Certains sont portés évidemment par l'ambiance extérieure, d'autres par la qualité même du lieu ou la disposition du visiteur en tant que tel. On voit, là encore une fois, c'est pas un scoop, mais que le patrimoine profite beaucoup des saisons où le site se vit dehors, que les musées et les sites de savoir-faire marchent bien aussi en dehors de l'été, quand les sites de mémoire, eux, sont dépendent moins de la météo. Que de la disponibilité, j'allais dire, émotionnelle des visiteurs. C'est-à-dire que finalement, peu importe qu'il fasse beau ou qu'il pleuve, il faut qu'on soit dans des bonnes dispositions pour pouvoir visiter ce genre d'endroit. L'adéquation entre le type de site et le profil des visiteurs, on voit en regardant un petit peu tout ça, en fonction des sites et puis de qui vient les visiter, que la variable famille est centrale dans bien des sites de visite, hein. On voit qu'un lieu peut être très apprécié par des adultes, mais plus difficile à porter auprès d'un public enfant s'il demande par exemple beaucoup de lecture ou s'il repose sur une temporalité longue, ou même qui suppose une forte capacité d'attention. Alors, c'est pas des surprises, mais c'est des choses qui reviennent beaucoup dans les avis. Et à l'inverse, on voit qu'une médiation incarnée, des supports adaptés ou une immersion voilà, assez forte peuvent largement élargir les types de publics, que ce soit voilà, des adultes seuls en couple à des profils plus familiaux qui vont pouvoir trouver leur compte avec ce type de contenu. Et puis enfin, je vais terminer là-dessus. Et encore une fois, vous retrouvez tout le détail sur nos documents. On a réalisé site par site les facteurs, en tout cas la synthèse des facteurs nécessaires pour une expérience visiteur réussie. Et on voit qu'évidemment, on a des choses différentes selon les sites. Typiquement, le patrimoine, on s'aperçoit que, il n'a pas besoin d'être bon partout. Presque l'objet se suffit à lui-même. Évidemment, j'exagère, hein, mais on voit qu'il n'y a pas besoin d'être sur la richesse des contenus très haut, sur la qualité de la médiation non plus forcément très haut, sur la charge émotionnelle, etc., pour que l'expérience du visiteur soit réussie. À l'inverse, d'autres types de structures ou de sites de visite, où par exemple sur les parcs à thème, voilà, la question de l'immersion, l'adaptation à la famille, la dimension ludique doivent être très hauts pour que l'expérience soit réussie. Si je prends un dernier, je vous laisserai lire pour les autres types de sites. Par exemple, les visites d'entreprise. Ici, finalement, les sites ont besoin d'être bons partout, performants dans tous les domaines pour que l'expérience soit pleinement réussie, parce que le site en lui-même est difficile à appréhender. Donc, il faut que les contenus soient bons, il faut que la médiation soit bonne, il faut que parfois la charge émotionnelle, en tout cas, soit au rendez-vous, que les dimensions ludiques pour toucher tout le monde soient également là, que ça soit adapté aux familles et qu'on puisse s'y projeter via des outils, ou en tout cas des dispositifs d'immersion qui permettent de pleinement accéder et profiter de l'expérience. Donc voilà, donc tout ça, vous le retrouverez évidemment accompagné des analyses et des synthèses. Ici, je vous ai vraiment fait une petite extraction de ce qu'on a pu comprendre et lire à travers les avis. On vous laissera découvrir le document dans son entièreté si vous le souhaitez, qui est disponible sur notre site. On en a terminé, il est 10h33, on est vraiment presque pile à l'heure. Est-ce que vous avez une dernière fois des questions? Et puis on va vous faire passer un petit sondage, Amandine, si tu peux lancer ça. Le traditionnel sondage de la satisfaction qui nous aide évidemment, nous, à améliorer ces temps d'échange avec vous. Et n'hésitez pas, encore une fois, si vous avez des questions, le support vous sera envoyé. Il n'y a pas de questions pour le moment, des remerciements dans la Ok, discussion et j'ai lancé le sondage. super. Eh bien, écoutez, merci beaucoup. Merci à vous pour votre présence. On se retrouve pour une prochaine matinale qui aura lieu à l'automne, qui aura lieu, pardon, à la rentrée pour le bilan de saison estivale, où on fera donc le bilan de l'été. Et puis, on se retrouvera également à l'automne, donc en novembre, pour parler des retombées économiques du tourisme sur le département de Loire-Atlantique, qui fait l'objet de notre étude annuelle à Loire-Atlantique Développement. On vous attendra au rendez-vous. Vous recevrez évidemment les invitations. Merci à tous. Merci beaucoup.